Et c'est parti pour l'école, puisque nous sommes le 1er octobre aujourd'hui. Oui, que ce soit les élèves, les enseignants, le corps éducatif prend notamment les routes pour l'école aujourd'hui au Burkina Faso. On vous souhaite une bonne rentrée scolaire, que Dieu vous accompagne tout au long de cette année-là, afin que vous puissiez réussir cette année scolaire. Ensuite, que vous puissiez tout simplement avoir des résultats agréables. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons discuter avec un ancien technicien, donc à la retraite. Il est technicien et contrôleur des télécommunications à la retraite. Il a travaillé à l'Onatel. Aujourd'hui, il est spécialisé donc dans la fabrication ou dans l'invention d'engrais, également de nourriture pour volailles et autres. On va parler de tout ça avec notre invité du jour. Il s'agit de M. Joanny Kabouri, qui est notre invité. Il sera là pour partager son expérience avec nous. Plus tard, avec Serge Youssef Ouedraogo, pour la chronique sur la société, on parlera naturellement bien sûr de la rentrée scolaire et comment justement on peut accompagner nos enfants en début d'année comme ça pour que justement ces enfants puissent atteindre la réussite. On en parlera tout à l'heure. Et puis, on vous dit merci encore de nous suivre. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique, c'est à la découverte 2. Et pour à la découverte 2, direction Bobo Dioulasso pour vous faire découvrir le vieux quartier. Donc de Bobo Dioulasso. Et aujourd'hui, on se laisse guider par notre guide touristique du vieux quartier de Bobo Dioulasso, ou sinon des vieux quartiers de Bobo Dioulasso, puisque ce sont les mêmes guides qui vous font visiter la mosquée de Dioulasso-Ba, le vieux quartier, et voilà, ainsi que d'autres sites touristiques. Aujourd'hui, on est dans le vieux quartier de Bobo Dioulasso. On écoute et on regarde attentivement et on revient. Bobo Dioulasso, ça s'appelait Sia avant. C'est au cours de volation qu'ils ont changé le nom SIA pour donner le nom Bobo Dioulasso. L'évolution est quoi? Ça, c'est pendant l'arrivée des colonisateurs. Le moment que les colons sont venus trouver des ethnies ici. Entre ethnie Bobo et ethnie Dioula. Par rapport à ça, il y a eu le changement SIA pour pouvoir donner le nom Bobo Dioulasso. Donc, dans la ville de que le vieux quartier est divisé en 4 parties. Donc, ces 4 parties-là étaient une communauté qui travaillait ensemble. Par rapport à ça, que nous avons la première partie qui est les animistes, c'est qu'ils étaient nos cultivateurs ici avant, pour faire nourrir toutes les 4 parties. Et nous avons la deuxième partie qui est le guerrier, que nous appelons maintenant les musulmans, c'est qui faisaient la guerre contre les ennemis qui rentraient dans la ville. Et nous avons la troisième partie qui est le griot, c'est eux qui faisaient la musique ici à quand il y a quelque chose au village. Et nous avons la quatrième partie qui est le forgeron, ceux qui fabriquaient les outils de travail pour nous. Donc la ville de Sia vivait comme ça avant. Mais par rapport à l'agrandissement de la ville, il y a un peu de changement au village. Mais pas trop, que les 4 parties est resté. Mais maintenant, chaque père de famille s'occupe de sa famille. Donc le moment que les animistes cultivaient pour nourrir la ville, que les guerriers se faisaient la ville, à ce moment, la limite des vieux quartiers entre la rivière qui est à gauche là, et la rivière Sagnon qui est derrière la mosquée, qui était la limite du quartier, avec l'évolution qu'elle a, vous voyez, voilà pourquoi il y a eu les changements au village. Donc maintenant nous sommes à la première partie qui est chez les animistes. Donc le côté animiste qui est Tibidoué, c'est à langue bobo. Voilà, le nom Tibi là, le nom d'un arbre, c'était sous cet arbre là, les vieux faisaient danser les masses bobo avant. Donc quand il est séché et puis tombé, on a pris ce nom pour donner ce nom au nom de côté animiste. Tibi, c'est le nom de ce arbre à Lambobo, tué le village de ce village. Donc dans notre village, que nous avons quelques passages sacrés qui sont interdits au chef du village de passer et les masques bobo aussi. C'est-à-dire là où les chefs ne passent pas, les masques bobo ne doivent pas passer là-bas. Tel que les passages qu'on voit derrière là, cette rite-là qui est interdite au chef du village de passer ici, elle est sortie de l'autre côté. Si vous voyez, on dit que cette passage est interdit au chef du village de passer, parce que si notre chef du village traverse ces rites-là, qu'il meurt. De plus là-bas, il y a une tombe pour tous les chefs qui passent ici dans notre village. Quand ils sont morts, c'est là-bas qu'ils sont enterrés. C'est-à-dire que les autres sont enterrés au cimetière, ce n'est que les chefs du village qui sont enterrés ici. Donc ça dit, si un nouveau chef meurt, l'ancien tombe là, on l'ouvre, et on met les autres de côté, et on enterre le nouveau. Donc, notre chef du village passe ici 2 fois seulement dans sa vie. La première fois, je peux être choisi pour être le chef du village. Et la deuxième fois, quand il est mort. Donc nous, c'est là, nous on appelle ça funérailles vivant. C'est-à-dire on fait ces funérailles vivants. Donc, on amène ici,
on fait un cercueil, on les met dans une cercueil vivant. On fait le tour du pied caché avec lui. D'abord, il fait ce tour-là maintenant, quand il sort ici, et il n'a plus le droit de rentrer ici. Voilà pourquoi quand les chefs du village, quand ils sont nommés devenir les chefs du village, et ils ne tuent pas quelque chose, ils ne frappent pas, ils n'insultent pas, et ça vient de là. Donc c'est une protection que nous sommes en train de le faire aussi. Donc à partir de cette protection, qu'il est protégé aussi, lui il t'insulte pas. Si tu l'insultes, et tu vas avoir des problèmes après, sans que lui-même t'insulte. Même si tu les frappes, il ne va pas te frapper. Et tu auras les problèmes aussi après. Voilà. Donc nous sommes toujours chez les Animissa, qui est le côté Tchibidou. Ça continue toujours, oui, la tradition continue toujours. Oui, jusqu'à présent, jusqu'à nos jours. Oui, il est toujours là. Sinon, apparemment, nous avons le nouveau chef là qui est élu là, il n'y a même pas 5 ans d'abord là. Ils sont élus. Voilà, intronisé, voilà, il n'y a même pas 5 ans d'abord. Donc celui qu'on a perdu là, c'est son nom qu'on a donné au plus grand musée de Bobo, musée communal qui s'appelle musée Sogo Sera Sano. Donc l'autre là, pendant son autorisation là, et c'est ici qu'on l'a mené aussi. Pour découvrir l'actualité ce matin, Alphonse Ouidraogo que nous retrouvons. Bonjour. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. Merci. On découvre d'abord les titres des différents journaux. Tout à fait, et c'est avec le journal Le Quotidien pour commencer qui affiche à sa une ce matin. Le ministre des Affaires étrangères à la tribune, la 79e Assemblée générale de l'ONU, déclare près de 70% du territoire est désormais sous le contrôle de l'État burkinabé contre 40% en 2022. Rentrée scolaire et académique 2024-2025, le message de Sinéabé, c'est-à-dire à la page 11. Fonds de soutien patriotique, plus de 130 milliards de francs CFA mobilisés au 22 septembre 2024. En 2 du MPSR 2 des Burkinabés entre appréciation et attente nous rapporte donc le journal. Le journal L'Observateur parle dans sa librairie de ce matin, on peut lire remise de kits scolaires, le CESICI solidaire des enfants, des héros de la nation. Nous informe le journal Fonds de soutien patriotique, plus de 130 milliards de francs CFA mobilisés à la date du 22 septembre 2024. C'est un autre titre du journal. Toujours dans ce journal, on peut dire agression de Guy Marius Sagna à Lomé vers un incident diplomatique entre le Sénégal et le Togo, s'interroge le journal dans sa rubrique Regard sur l'actualité. Rentrée judiciaire, le contrôle de l'activité administrative au cœur de la réflexion, c'est-à-dire à la page 15. Coopération sino-africaine, la Chine accorde une aide sans contrepartie de 17 milliards de francs CFA, nous rapporte donc l'ambassadeur, le journal à travers donc les propos de l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso, le Chan. Dans la lucarne des anciennes gloires, le journal nous écrit ceci: Petit Paul, grand talent, c'est-à-dire à la page 13 du journal. Un autre quotidien, c'est le journal Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, à sa une ce matin, on peut lire 130 milliards dans l'escarcelle du Fonds de soutien patriotique de janvier à septembre 2024. Grand contributeur, les impôts et taxes avec 66 milliards de francs CFA. Agression de Guy Marius Sagna à Lomé, un acte répréhensible et dénué de bon sens, écrit le journal. Dans sa rubrique News du jour, le journal écrit tentative de déstabilisation dénoncée le 24 septembre, la vidéo accablante. Rentrée judiciaire et scolaire, studieuse et féconde année aux juges et écoliers, préconise donc le journal. Les encouragements du ministre sont liés aux incubés de l'ENAFA à Maturkou, c'est-à-dire également dans ce journal. Assemblée générale de la ZSB, Ibrahim Diallo aux commandes, nous informe le journal. Le quotidien bobolais, l'Express du Faso, nous apprend ce matin que 40 incubés en formation à l'École nationale de formation agricole de Maturkou, donc ont reçu la visite et les encouragements du ministre en charge de l'agriculture, c'est-à-dire dans l'Express du Faso à la page 12.
Dans sa rubrique Autant le dire, le journal écrit Transition, 2 ans après, qu'est-ce que Ibrahim Traoré n'a pas fait? C'est à lire toujours dans ce quotidien. En 2 du MPC 2, marche à Dédougou pour célébrer l'accession de IB au pouvoir. Fonds de soutien patriotique, objectif 2024 atteint, nous rapporte donc le journal. 79e Assemblée générale des Nations Unies, 70% de son territoire sous contrôle, annonce le Burkina Faso. Rentrée scolaire 2024-2025, affluence dans des librairies de Bobo Dioulasso, nous rapporte le journal. Le quotidien d'État Sidoya à sa une ce matin, on peut lire importation d'hydrocarbures, l'ALT acte un accord de financement pour la Sonabi. 79e Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères burkinabé déclare près de 70% du territoire est désormais sous le contrôle de l'État contre 40% en 2022. Bondokwi, la jeunesse renouvelle son soutien au capitaine Ibrahim Traoré, écrit donc le journal Climat, paix et sécurité, la stratégie et son plan d'action validé. Dans sa rubrique Trait de plume, le journal écrit un vent d'espoir pour l'école burkinabé et c'est à lire à la page 5 de ce matin. Rentrée scolaire et académique 2024-2025, message du président de l'UNAPSB et de l'IPE, c'est à lire à la page 14 et 15 du journal. Terminons avec le journal Le Pays. Le Pays à sa une nous apprend ceci. Fonds de soutien patriotique 2024, plus de 130 milliards de francs CFA mobilisés. Des Burkinabés aux États-Unis apportent plus de 22 millions de francs CFA, c'est à lire à la page 9. Le chef de la diplomatie burkinabé à la 79e Assemblée générale de l'ONU déclare près de 70% du territoire est désormais sous le contrôle de l'État. Assemblée législative de transition, 2 accords de prêt validés pour renforcer la Sonabi et faciliter l'accès aux engrais. Diaspora AES aux États-Unis, un engagement à faire bloc derrière les autorités, écrit donc le journal. Rentrée judiciaire, le contrôle de l'activité administrative au cœur de la réflexion. Rentrée des classes 2024-2025, une année de défi. C'est-à-dire à la page 6. Actu Sport, Cameroun, la FIFA sanctionne Samuel Eto'o. Merci bien pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Ce qui marque l'actualité aujourd'hui, c'est bien sûr la reprise de l'école. Oui, la reprise de l'école, je dirais en tout cas bonne rentrée scolaire. Merci. À toutes et à tous. D'abord, ce sont les élèves, les enseignants, mais au-delà de ça, les parents aussi sont concernés parce qu'en tant qu'acteurs aussi de l'éducation, les parents ont leur mot à dire aussi, en tout cas pour la réussite de l'année scolaire. Ceci dit, il faut dire que c'est à tous les niveaux, que ce soit au primaire ou au secondaire. Ce 1er octobre marque donc la rentrée scolaire au Burkina Faso et le message du ministre en charge de l'alphabétisation est clair, ministre Jacques Sosten Ningara, qui en tout cas a souhaité bonne rentrée scolaire aux élèves, aux parents, aux enseignants, en reconnaissant tout de même que la tâche n'est pas du tout difficile compte tenu de notre situation sécuritaire. Donc il y a des zones où des élèves n'auront pas cette chance-là, en tout cas de reprendre le chemin de l'école, mais tout compte fait, ceux qui ont cette possibilité-là doivent s'en féliciter et rendre grâce à Dieu. L'État, le gouvernement burkinabé est conscient et multiplie les efforts pour en tout cas mettre les petits plats dans l'écran pour la réussite de l'année scolaire. Le message, l'autre message, c'est une invite aux élèves de se donner ardemment parce que le gouvernement a développé des politiques au niveau donc du programme scolaire pour en tout cas avoir demain des citoyens bâtisseurs qui ont l'amour de la patrie, l'amour pour réussir dans l'entrepreneuriat. Donc le gouvernement a inclus un certain nombre de réformes au niveau donc du programme
c'est pour assurer les élèves à ce niveau. Parce que quand on veut des bâtisseurs de demain qui soient donc à l'image du Burkina Faso, qui puissent rehausser l'image du Burkina Faso au plan national et international. Tout passe bien sûr par l'éducation et en ce sens le gouvernement ne va pas badiner là-dessus pour en tout cas mettre tout le nécessaire qu'il faut pour avoir des bâtisseurs de demain, des gens qui sont des exemples. Je pense que c'est essentiellement son message. On va dire bonne chance à tous et beaucoup de courage pour l'année scolaire. On parle de rentrée, c'est la rentrée judiciaire également. Oui, c'est la rentrée judiciaire également parce que dans l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature, il a été donc arrêté le premier jour ouvrable du mois d'octobre comme jour de la rentrée judiciaire. Cette fois-ci, cette année, ce premier qui était un mardi, marque effectivement la rentrée judiciaire, mais une rentrée judiciaire qui intervient dans un contexte particulier quand on connaît ce que le Conseil supérieur de la magistrature a vécu comme changement dans son organisation, sa façon de travailler. C'est pour dire que c'est une rentrée judiciaire particulière au regard des attentes au niveau interne et des attentes au niveau extérieur. Parce que si on est passé à des réformes de son organisation, c'est pour bien sûr dire que nous attendons des résultats. Et ces résultats, je crois que ça ne va pas tarder. Alors, au niveau interne, c'est une année judiciaire très attendue parce que c'est nouveau au regard donc des réformes qui ont été apportées. Quand on prend le corps qui compose donc le Conseil supérieur de la magistrature, désormais c'est 50% de juges et 50% des non-magistrats. Donc déjà on peut imaginer le climat, je dirais hostile qu'il y aura, en tout cas dans le travail. L'un dans l'autre, nous souhaitons tous que... Certains pourraient penser à des intrus ou quoi? Oui, donc dans un premier temps, le travail, la collaboration va être difficile, méfiante surtout. Parce que avoir des gens qui ne soient pas de votre corps, c'est nouveau. Donc la collaboration, dans un premier temps, va être hostile, méfiante, mais je crois que avec tout le temps, ils vont se connaître, ils vont en tout cas répondre aux besoins du peuple burkinabé, parce qu'avant tout, la justice est faite pour les hommes. Le besoin, les attentes sont énormes aujourd'hui. Quand on pense qu'il y a des dossiers qui peuvent faire, par exemple, des années sans être jugés, sans connaître en tout cas leur dénouement, ce n'est pas de cette justice-là que nous voulons. Et d'ailleurs, la justice n'a pas eu une bonne image aux yeux de l'opinion qui pense qu'elle est faite pour les riches, pour les bourgeois. Et quand vous êtes pauvre, c'est difficile pour vous, en tout cas, de gagner un procès, de se répartir tout joyeux, parce que les moyens utilisés pour aboutir en tout cas à un procès ne sont pas équitables, surtout pour le citoyen lambda. Donc c'est à ce niveau qu'il faut mettre l'accent pour que nous ayons une justice sociale qui répond aux besoins des Burkinabés, qui ne soit pas une justice vue comme pour les riches. Je pense que ceux qui sont à ce niveau doivent avoir à l'esprit que le peuple burkinabé se regarde sur la justice et a des attentes. Et je pense que c'est pour répondre aux besoins de ces populations-là qui doit guider le travail du Conseil supérieur de la magistrature. C'est pour cela que je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait vraiment une méfiance entre les acteurs donc, qui composent le Conseil supérieur de la magistrature. Il faut travailler pour le peuple burkinabé, pour les citoyens. Je pense que c'est le plus important. Il faut peut-être voir aussi cette diversité comme un avantage. Ça va vous permettre, parce que quand on est dans un milieu, on peut ne pas bien voir certaines choses, mais quand des gens de milieu extérieur sont maintenant dedans, la lecture ne sera pas pareille. Tout à fait. Quand vous n'êtes pas de la maison, vous avez un œil extérieur, vous avez un auto-regard. Voilà, vous avez un auto-regard, comme vous l'avez dit. Je pense que ça devait même être félicité. Peut-être que la démarche a eu
quelques anomalies, mais étant donné que tout est fait maintenant, je pense que ce qu'il faut avoir comme regard, c'est d'accepter de travailler ensemble, en tandem, pour en tout cas nous apporter des résultats meilleurs. Et je pense aussi que ce travail, cette rentrée judiciaire est placée sous la présidence le magistère du président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré. Tout cela, c'est pour donner donc un éclat aux travaux, marquer vitalement cette rentrée judiciaire, l'interpeller davantage pour que les uns et les autres se mettent à la tâche pour travailler pour la population. C'est très important. Je pense que on n'a pas fouetté un chat à ce niveau. C'est le travail qui doit guider l'esprit de tout un chacun. Alors, on parle d'actualité internationale. Alors, on revient au Cameroun, on part au Cameroun du moins, pour parler de Samuel Eto'o qui a été sanctionné par la FIFA. Oui, Samuel Eto'o qui a été sanctionné par la FIFA. Il faut dire que cela fait suite donc à une attitude qu'il a eue, qui n'a pas été bien appréciée par les dirigeants de la FIFA. Parce qu'à l'occasion donc de la Coupe du Monde féminine, où un match s'est joué entre le Brésil et puis le Cameroun, Samuel Eto'o a eu un comportement jugé donc pas catholique, selon donc les dirigeants de la FIFA. Donc cette sanction qui vient de tomber est que durant 6 mois, il ne pourra plus suivre les matchs du Cameroun durant 6 mois. C'est ce qui est tombé comme la sentence pour Samuel Eto'o. Il ne pourra plus aller au stade. Il ne pourra plus suivre un match de l'équipe nationale du Cameroun. C'est très fort. Parce qu'en tant que président de la Fédération camerounaise de football, et connaissant déjà les hostilités qu'il y a entre le ministère des Sports et puis la FECAFOOT, ce qu'il y a eu, ce tohu-bohu entre Samuel Eto'o et puis l'entraîneur Marc Brise. Connaissant tout cela, je pense que j'ai envie de me demander, est-ce que la FIFA n'a pas racheté une bagarre? Est-ce que ce n'est pas un combat par personne interposée quand on sait que au Cameroun, Samuel Eto'o n'a pas eu une bonne collaboration. Il n'y a pas eu une bonne collaboration entre la FECAFOOT et puis, à quelques exceptions près, le gouvernement en termes même de politique du football camerounais aujourd'hui. Donc, cela fait penser à une bagarre par procuration avec cette sanction de la FIFA qui vient de tomber. On peut imaginer, penser à tout. L'un dans l'autre, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une sanction forte pour un président de la Fédération camerounaise de football, qui mieux que Samuel Eto'o pour organiser les choses. Nous sommes au moment des éliminatoires pour la CAN 2025. Donc, la présence aussi du président de la FECAFOOT a un impact, en tout cas pour la réussite, pour la qualification de l'équipe. Il y a aussi les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Je pense qu'avec tous ces paramètres-là, ce n'est pas une décision avantageuse pour Samuel Eto'o. Peut-être qu'il pourrait attaquer, voilà. Je ne sais pas devant quel tribunal, mais c'est une sanction qui ne passera pas aussi facilement parce que Samuel Eto'o n'est pas un homme à se laisser faire. Ça veut dire que dans les jours à venir, il y aura encore un autre combat. Bon, on est en train de voir. Ouais. Terminons par l'agression de Guy Marius. Oui, Guy Marius Sagna, ce député sénégalais qui s'est retrouvé à Lomé, au Togo, parce qu'il y était pour participer à une réunion citoyenne, selon ses propos, parce que les citoyens togolais se sont organisés, des partis politiques et des gens de la société civile, réunis dans un groupement appelé Front ne touche pas à ma constitution. Donc, c'est un mouvement politique qui veut en tout cas tenir tête au gouvernement togolais qui avait donc entrepris une démarche de modification de la constitution. Donc, ce front-là était contre toute modification
qui allait donc être apporté au niveau de la Constitution. Malgré tout, le Togo a eu sa nouvelle Constitution. Avec ces changements qu'il a eu, nous en avions parlé ici. C'est ce front-là qui était aussi en réunion, en tout cas le week-end, une réunion au cours de laquelle le député Guy Marius Sagna a participé et tenait vraiment à donner un autre visage à la réunion. Alors, c'est étant donc dans la salle que les choses ont commencé. Des gens, quand ils ont commencé à lire la déclaration pour dire qu'il y a des gens qui ne voulaient pas que cette réunion-là se tienne, il y a des gens qui voulaient empêcher la tenue donc de cette réunion. C'est en ce moment qu'à travers des vidéos, nous avons vu que il y a eu... la vidéo n'est pas terminée. Après, il y a eu d'autres vidéos qui montrent donc les gens étant dans la salle, qui ont commencé à se bagarrer, à se frapper, des chaises cassées par-ci, par-là, des coups de poing. C'est ce qui a mené, abouti donc à des blessures. Le député sénégalais a été blessé, même transporté à l'hôpital. D'autres personnes ont été blessées. Après, l'organisation qui avait donc convoqué cette réunion a fait donc des déclarations pour dire que c'est des gens payés par le gouvernement togolais, voilà, pour s'aimer la chienlit, pour venir assassiner tous ceux-là qui devaient participer à cette réunion. Et le ministre des Affaires étrangères est sorti très rapidement pour déplorer la situation et annoncer que des enquêtes sont déjà en cours pour identifier tous ceux-là qui ont été à la base de cette bagarre et avec tout ce qu'il y a eu comme dégâts. Alors, ça amène des journaux à se demander est-ce que cela ne va pas créer un incident diplomatique entre les deux pays, le Sénégal et le Togo, quand on sait que actuellement, ce n'est pas du tout facile. Le sentiment panafricaniste anime beaucoup de jeunes et je pense que c'est dans ce sillage même que le député a été invité. Quand on se rappelle de ce qui s'est passé au niveau de Abuja, ce même député a eu une altercation entre une députée ivoirienne parce qu'ils sont tous des parlementaires de la CEDEAO. Alors après, ils ont essayé de faire la paix. Mais ce qu'il faut noter, c'est que un député du parti au pouvoir, le PASTEF au Sénégal, un député futur du parti au pouvoir qui va dans un pays pour participer à une réunion qui allait dénoncer la démarche du gouvernement, comprenez que c'est difficile de pouvoir sortir indemne dans une situation pareille. Donc c'est trop osé, je dirais, de sa part, quand on sait que ce qui allait sortir ou être dit au cours donc, de cette réunion allait être vraiment hostile à l'endroit du gouvernement, allait être vraiment des injures peut-être. Et tout ça, ça prépare aussi les esprits. Hein. C'est peut-être que le pouvoir a pensé que ça va préparer les esprits des gens qui vont commencer à contester le pouvoir, la gestion du pouvoir, avec tout ce qu'il peut avoir comme conséquence. Je pense que même si des gens proches du pouvoir ont pensé bien faire, mais c'était de trop qu'on arrive vraiment à des blessures, des agressions. Ce qui pouvait faire, c'est de peut-être empêcher la tenue de la réunion de façon formelle. Je pense que c'était mieux qu'avec ce qui s'est passé. On attendra les résultats des enquêtes. Merci beaucoup. Merci bien. Et ensemble, on va maintenant découvrir les couleurs du temps à travers la météo. Nous recevons aujourd'hui M. Joanny Kabouré, technicien et contrôleur des télécommunications à la retraite, ingénieur des travaux à la retraite. Aujourd'hui, il est dans l'invention. Il faut rappeler que M. Kabouré a travaillé aussi donc, au service de l'Onatel. Aujourd'hui, il consacre son temps à l'invention et on va parler de tout ça avec notre invité. Bonjour à vous, Papa Kabouré. Bonjour. Bonne arrivée sur ce plateau. Merci. Merci à vous d'être là. Alors, avant de parler de notamment votre carrière dans les télécommunications. Oui. Dites-nous, ça a été quoi votre parcours scolaire? D'accord. Alors, je suis né à Zorgo en 1952 et j'ai fréquenté l'école de Zorgo jusqu'au CM2. Okay. Après, j'ai continué
à Moukassa, collège Joseph Moukassa, où j'ai fait mes études jusqu'en 3e. Et après, je suis venu à l'école normale. L'école normale, j'ai étudié. Bon, et après, j'ai fait le concours de l'ONATEL pour aller, on ne disait pas ONATEL, on disait au PT. L'école normale jusqu'à quelle classe vous avez dit? J'ai fait jusqu'en première. En première, ok. Ouais, jusqu'à faire en première. Je vais vous expliquer pourquoi je suis arrivé jusqu'en première seulement, parce que c'est ça qui m'a amené à votre question des télécommunications. Qu'est-ce qui m'amène aux télécommunications? Oui. Il faut dire que j'ai perdu mon père quand j'étais en seconde. Et mon père a laissé 52 orphelins. Donc chacun devait se chercher. Donc j'ai fait le concours pour aller faire les télécommunications. Il n'était pas question, c'était difficile maintenant d'aller jusqu'au bac. Oui, c'était difficile. Je ne pouvais pas continuer. Vous avez fait le concours de l'ONATEL qui était quoi? L'OPT. L'OPT à l'époque. À l'époque, oui. Et je suis allé aux télécommunications. Et là, on a fait 2 ans de stage. Et après, maintenant, on est rentré dans la production. Votre travail consistait à quoi exactement? Le travail d'agent, puisque j'ai commencé par agent. Ok. Ensuite, je suis monté graduellement pour devenir ingénieur. Alors, en tant qu'agent, on faisait des installations de téléphone au domicile. On faisait les réparations. On sortait sur les lignes. On sortait sur les artères de transmission. On rentrait dans les trous pour réparer les câbles. Oui. Donc tout ça, on a fait. Après, je suis allé faire un autre concours pour devenir contrôleur. Ok. Et je suis revenu. Là, je travaillais dans un central téléphonique. Quand vous numérotez et qu'on vous passe quelqu'un là, il y a des machines complexes qui travaillent. Donc, il faut maintenir ces appareils-là en bon état de fonctionnement. Et c'est ça que nous, on faisait. Et après, j'ai refait encore un autre cycle de formation à Dakar encore. Et là, je suis devenu ingénieur de travaux. J'ai continué dans la commutation, c'est-à-dire travailler dans les centraux numériques maintenant à ce moment. Et après, je suis devenu contrôleur de gestion. Je sortais pour contrôler les gens. Avec l'expérience que j'avais. Je pouvais dire, ça c'est à faire, ça c'est pas à faire. Ah oui. C'est beaucoup de temps quand même que vous avez passé à l'ONATEL jusqu'à la retraite. Ah oui, j'ai fait 38 ans. 38 ans. 38 ah oui. ans. Maintenant, quel est le souvenir que vous retenez, qui vous marque en tout cas de tout ce parcours? Ah mais, il y a beaucoup. D'abord, vous savez, quand une machine tombe en panne et que vous arrivez à la réparer, au bonheur de tout le monde, c'est déjà quelque chose. Et on a plein de souvenirs comme ça, des installations qui étaient totalement paralysées, qu'on a dépannées. À Pouni, dans les hautes collines de Pouni, on a réparé des installations là-bas. Et même au niveau central, il y a des machines qui ne marchaient pas, on a réparé. Et moi, j'ai eu à faire des grandes installations d'autocommutateurs. Par exemple, Silmandé, c'est moi qui ai installé. L'hôtel Indépendance, c'est moi qui ai installé. La Sonar, c'est moi qui ai installé. La CNDI, qui est devenue SGBB, c'est moi qui ai installé. Ah oui. Mais aujourd'hui, parce que vous nous parlez des installations, on avait des téléphones fixes et tout. Aujourd'hui, on a des téléphones portables. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile aujourd'hui de rester en contact à travers la communication qu'avant? Ah oui, et actuellement, c'est beaucoup plus facile parce que les télécommunications qu'on appelle l'ancienne génération là, ça occupe beaucoup de place, ça occupe beaucoup de moyens et beaucoup de gens ne pouvaient pas l'avoir. Donc maintenant c'est facile. Avec le progrès de la science,
C'est très très facile. C'est mieux maintenant, non? C'est mieux, c'est mieux. On vit aisément, mieux. Alors, lorsque vous partez à la retraite, vous ne partez pas vous reposer seulement. Vous ne partez pas rester à la maison. Parce que quand vous partez à la retraite, vous contribuez à l'installation d'une usine d'eau. Comment ça se passe et comment on vous confie en fait cette tâche? Ah non, il faut dire que c'est mon usine d'eau. Ah, c'est votre usine d'eau. C'est mon usine d'eau. Et à Zorro, à ce moment, il n'y a pas d'usine d'eau. J'ai dit, mais je vais essayer pour voir. Et avant d'aller à Zorro, il y a quelqu'un qui m'avait demandé de venir l'appuyer dans sa société de fourrage. J'ai dit, bon, moi, je voulais m'installer à Zorro, mais bon, je peux te consacrer 3 ans. Et j'étais son directeur technique pour l'aider à asseoir son entreprise. Et après, il m'a fait un forage à Zorro. Okay. Et c'est ça que j'ai dit, bon, je vais demander maintenant l'agrément pour faire l'usine d'eau. J'ai suivi tous les papiers. Quand j'ai eu l'agrément, j'ai commencé l'eau. Dieu merci, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on travaille bien et on est satisfait. Parce que oui. À Zorgo toujours? À Zorgo. À Zorgo, et vous avez lancé l'eau Soura? On a lancé l'eau Soura. Et, bon, en tout cas, c'est très apprécié. Très apprécié. Alors, aujourd'hui, on m'a dit que vous êtes aussi dans l'invention, comme je le disais tout à l'heure, parce que vous avez fait des engrais biologiques. Parlez-nous en fait, pourquoi se diriger ensuite vers l'agriculture, l'élevage? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, comme je vous ai dit que j'ai fait Moukassa. À Moukassa, on avait un frère, on appelait de la Seine-Famille, qui était établi à Goundi. Et il faisait de l'agriculture. Et nous, en tant qu'élèves, moi, ça m'a aimé. J'ai aimé ça. Je partais, au lieu d'aller en vacances ou au congé de Loire à Zorgo, moi, je partais à Goundi. Okay. C'est quelque chose qui est resté à moi. Donc, quand j'ai pris ma retraite, et ayant fini l'eau, j'ai dit, mais il faut que je fasse quelque chose. J'ai dit, bon, je vais faire d'abord des aliments de bétail. Ça, j'en fais beaucoup. Pour les bœufs, pour les lapins, pour les poulets. Bon. Est-ce que vous-même vous faites l'élevage? Non, moi je vends. Vous fabriquez les aliments et vous revendez aux éleveurs. Ensuite, j'ai pris le champ de ma mère. Et le champ était situé à l'extérieur de la ville. J'ai dit, mais je vais tenter de faire des engrais biologiques. Ça consiste à ramasser les crottes de vaches. Et moi, je fais écraser. Ça devient de la poudre. Et quand ça devient de la poudre, je mets dans un bassin. Je mets aussi tous les éléments, les feuilles, les cacahuètes, tout ce qui est biologique. Je mets et je demande aux spiros, ceux qui enlèvent les wc là, de venir mettre. Et puis on recouvre. Ah oui. Si on recouvre, au bout d'un mois, on fait le recouvrement pour que ce qui est en bas là se retrouve en haut. Et au bout de 2 mois, c'est totalement décomposé. Et comme j'ai de l'espace, j'enlève, je mets aux choses. Vous étalez? Oui, j'étale. Okay. Et je sèche. Après, on rentre dans le moulin encore. Ça sort en poudre qu'on met au niveau du champ ou des arbres. Ah oui. Ça sort en poudre et vous emballez après maintenant pour la vente? Bon, oui, parce que les gens demandent. Mais les moyens me manquent pour envoyer ça à Zorgo. Tout le monde peut venir prendre, avoir, mais
pour envoyer ça à Ouagadougou ou au-delà, c'est difficile. Vous n'arrivez pas à produire en quantité? Je peux produire en quantité parce que j'ai des machines. Okay. J'ai des machines pour le faire. Mais... exporter des orgos. Oui, les moyens manquent, c'est ça. C'est quoi en fait, vous nous avez expliqué, après on va voir les images ensemble, vous allez nous réexpliquer, mais vous nous avez expliqué le processus de fabrication de ces engrais biologiques là, mais c'est quoi leur avantage? C'est très avantageux. Les engrais chimiques et les engrais biologiques, c'est deux mondes à part. Mais ça concourt bien sûr à nourrir les plantes, mais ce n'est pas de la même façon. Les engrais biologiques, quand vous mettez ça dans le sol, ça dure. Ça dure, mais est-ce que ça produit bien aussi? Ça produit beaucoup. Et parce que moi je fais de la tomate aussi. Tous ceux qui achètent ma tomate, ils reviennent. Il y a ma fille même qui fait la promotion de ça, parce que vous n'avez pas de maux de ventre. C'est bio. C'est bio. Et quand vous posez, vous pouvez faire 15 jours. Ça ne pourrit pas. Ça, c'est un avantage. Ce n'est pas le cas des engrais chimiques. Au bout de 3 jours, ça flétrit. Donc, c'est déjà quelque chose. Donc, ça veut dire qu'utiliser vos engrais biologiques pour la production au niveau des jardins, au niveau des champs, c'est produire en même temps des produits de qualité qui vont être meilleurs pour votre santé. C'est ça. Et qui ne vont pas nuire à la santé de l'homme. Voilà. C'est un peu ça votre objectif. C'est ça. Revenons aux aliments pour bétail. Oui. Ça, c'est quoi en fait les avantages et puis comment vous fabriquez ça? Pour le bétail, c'est simple. À Morée, je ne sais pas. Bon, c'est des trucs qui. Ça embrouche. Les animaux aiment ça. Ok. Par exemple, les fruits jaunes vous pouvez mimosa. Dire le nom à Morée, les mimosas. Oui, les fruits jaunes là, qui tombent là, que les chèvres ramassent là. Ça, on achète. Ok. On achète aussi comment on appelle ça encore à Morée. Alors donc, on achète ça en sac et on écrase. Les fruits jaunes là, vous parlez de lait là? Non. C'est pas lait, la boule jaune, non. C'est comment on appelle? Le nom vous échappe, ça vous reviendra, ne vous en faites pas. Donc vous utilisez ça? Oui, plus on part à Moctedo, comme il y a une usine de riz là-bas, on prend le son de riz. Ok. On prend au niveau des moulins là, le son de farine. De farine. Et on met aussi, parce que on va vous montrer, donc, il y a des choses. Ok, il y a une vidéo où on fabrique ça. Oui. On va regarder la vidéo et puis papa va nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Ce sera peut-être plus facile. On regarde ensemble, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Voilà, on part dans les champs pour décortiquer le maïs. Et quand on décortique le maïs, on ramasse la paille, on écrase, et ça permet encore de faire des aliments pour le bétail. D'accord, là vous êtes, là c'est le processus pour enlever le maïs là. Oui. Pour écraser le maïs. Non, pour égrener le maïs. Égrener. Ok. Parce qu'on voit d'un côté, c'est des graines de maïs. C'est les graines de maïs qui sortent d'un côté. Qui sortent. Et de l'autre côté, c'est les déchets. Les déchets. Ah ouais, c'est ça. Et on prend les déchets. C'est plus facile que de battre avec du bois pour enlever. Voilà. Et là, c'est le sorgho. Ça, c'est du niébé maintenant, non? Le niébé, ok. Ça, c'est du niébé. Donc. Voilà, ça aussi, on utilise. C'est du haricot. C'est la poudre de vache là. De vache. Les déchets de vache. Les déchets de vache. Ok.
On revient avec la complicité de la réalisation, on revient sur le maïs pour justement parler des aliments pour bétail. Donc, si vous procédez après donc ce travail où vous mettez les graines de maïs à part, ensuite notamment les déchets ou sinon les feuilles, les pailles donc de maïs. Après, comment vous utilisez ça? Qu'est-ce que vous rajoutez pour faire les aliments pour bétail? Au niveau de bétail, il y a le sel qu'on met. Ok. Il y a, je vous ai dit, la paille d'arachide, même le sorgho, les épis là, quand on bat là. Oui, je vois. On prend tout ça, on met. Et on met dans un gros mélangeur. Qui broie tout ça. Qui broie tout ça et ça sort maintenant dans des sacs. D'accord, en poudre maintenant. Non, oui, Okay. Presque en poudre, oui. Presque en poudre. D'accord. Maintenant, quels sont ces avantages aussi de ces aliments-là pour le bétail? Si moi j'utilise pour nourrir avantageux mon bétail. parce que nous, on ne met pas de produits chimiques là-bas. C'est l'avantage, ok. Et vous savez, quelle que soit votre santé, la chimie, les produits chimiques agissent dans le corps de tout animal ou de tout humain. Donc, mais quand il n'y en a pas, ils mangent, c'est bien, c'est sain. Okay. Voilà. Est-ce que ce soit les aliments pour bétail, que ce soit les engrais biologiques que vous proposez au niveau de Zorgo, est-ce que c'est bien apprécié de la part de vos clients? Très bien apprécié. Très bien. J'en vois, mais on n'envoie pas les transporteurs. C'est cher. C'est cher. Bon, les gens préfèrent, parce que quand vous voulez faire l'élevage, l'alimentation compte pour beaucoup. Et si vous allez ajouter le prix du transport, ça devient dissuasif. Ce qui est bien, c'est que vous inventez vous-même vos appareils. Ah oui. Vous avez notamment inventé des moulins, des mixeurs. Alors, on va regarder des images ensemble et puis vous allez nous dire de quoi il s'agit. D'accord. Alors, ça, c'est quel processus? Ah oui, ça, c'est une machine? Ah oui, c'est une machine pour écraser la viande. C'est un mixeur. Un mixeur, bon. Mais c'est tellement gros que les mixeurs, c'est petit, nous, c'est petit, c'est... D'accord. Alors donc, on fait des mixeurs pour les grands restaurateurs et pour aussi les familles. Parce que la famille devient nucléique, elle n'est pas importante, mais les gens ont beaucoup de travail. Si vous quittez le matin pour aller au travail, revenir, le temps même pour préparer, c'est difficile. Mais imaginez que vous mettez toutes vos conditions, tous vos condiments dans une chose, en 1 minute, tout est écrasé. C'est ça. Mais ça, c'est pour écraser spécialement la viande? Mais ce n'est pas seulement la viande. Pas seulement la Avant d'avoir écrasé la viande, là, on avait écrasé des légumes, voyez, les verres là. C'est vrai. C'est manuel ou? C'est électrique. Électrique, ok. Ouais. C'est électrique. C'est comme les mixeurs qu'on a. Oui. Donc c'est électrique. Alors donc ça, c'est vraiment un mixeur pour les condiments. Oui. Les condiments, ok. Et c'est quelle machine ça? C'est la même machine, M. Kaboué? Non, ça c'est des petites machines maintenant. Ok. Si ça vient, vous allez voir, tout ça sont des petites machines. Des mixeurs? Des mixeurs. Ok. D'accord. Ok. Donc ça, c'est vraiment la série des mixeurs. C'est des machines que vous revendez? Ah oui. Ok. Ah oui. On peut avoir une idée du prix? Bon, disons que ça dépend. Ça dépend. Du volume et des choses. Parce que c'est des machines qui vont de 100 000 à 300 000. Okay. Par exemple, le gros là, on peut faire du foutou. En mettant d'autres dispositifs. On ferme et puis quand on ouvre, le foutu est déjà bien malaxé. D'accord. Ok. Maintenant, ça c'est quelle machine? Ça,
on est revenu encore C'est le moulin? On est revenu encore les machines qui font qui battent le haricot là. Les machines qui battent le haricot. Ouais. C'est la même machine qui bat le mil, qui bat le maïs. D'accord. Ok. Et je pense que ces images-là, c'est pour l'eau. Regardez avec. Ah oui, ça c'est l'eau. C'est au niveau de l'usine d'eau. Ok. Je fais l'eau. Je fais aussi. Ça c'est un bonbon. Ok. Alors, il faut dire que c'est beaucoup de choses que vous faites alors que vous êtes à la retraite. Comme quoi, la retraite n'est pas forcément faite pour aller s'asseoir. Non. Au contraire, je n'aime pas m'asseoir. Mais là, vous faites aider quand même par peut-être des enfants ou d'autres personnes. En moyenne, 35 personnes qui tournent autour de moi. Okay. Au niveau de l'eau, au niveau de la ferme. Champs, la ferme. Oui. Au niveau des usines de fabrication. Okay. Bon, je fais aussi quelque chose pour soulager les femmes. C'est quoi? J'ai fait un ensemble de moulins dans une cour, par exemple, la cour maternelle là. J'ai fait 10 moulins, 10 têtes de moulins. Okay. Font la farine sèche, la farine mouillée, et le vanage, pour le, comment on appelle ça, pour le soja, pour enlever le son du maïs. Tout ça, c'est ensemble. Vous avez installé dans la cour maternelle pour les femmes. Et puis, on a, toute la cour, on a mis un séchoir. Donc, les femmes, quand elles viennent, elles peuvent. Elles écrasent. Elles étalent, et puis. Le soir, tu rentres avec ta farine, quoi. Oui, sèche. Et puis, bon, c'est fermé. Les animaux ne rentrent pas. C'est ouvert gratuitement et gracieusement ou... Non. Parce que il faut payer les ouvrières là. Et ensuite, il faut payer le courant. Bien sûr. Et je peux dire que ça va. Parce que je suis obligé de faire encore 2 autres sites. Ok. Comme ça. Merci beaucoup. Alors, mais aujourd'hui, avec tout ce que vous faites comme activité, quels sont vos projets et vos ambitions? Alors, ça ne finit jamais les ambitions. Quand j'imagine qu'il y a un engouement pour les mixeurs, parce qu'effectivement, ça permet de réduire le travail manuel. Oui. Mais il n'y a pas l'électricité partout. Donc, je suis en train de concevoir des mixeurs solaires. Avec une plaque. Avec une plaque et un moteur électrique continu. On va pouvoir faire ça. On va pouvoir gérer ça. Comme ça, une femme qui part au marché avec une batterie ou le soleil, personne peut écraser pour les autres ou bien écraser pour elle-même à la maison. Ça serait bien. On vous souhaite en tout cas bonne réflexion, beaucoup d'inspiration pour sortir encore ces appareils. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci. Quel est votre mot de fait à l'endroit de ceux qui nous regardent? Non. On est aujourd'hui le 1er octobre. Oui. C'est la rentrée scolaire. Je souhaite que l'ensemble des élèves qui vont aller à l'école là, qu'ils puissent terminer l'année en bonne santé. Amen. Et que le pays s'apaise. C'est ça le mot de pays. Amen. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que nous recevions comme invité M. Joanny Kabouré, donc contrôleur de télécommunications à la retraite, ingénieur des travaux à la retraite. Et aujourd'hui, il était là pour nous parler justement aussi de ses inventions dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient. À la grâce de Dieu, on a préparé la rentrée tant bien que mal, parce qu'on a constaté sur le terrain que beaucoup de choses ont augmenté au niveau des articles de
les articles scolaires, notamment les fournitures, les sacs d'école. Ici, nous sommes là pour payer un sac d'école. Mais ce n'est pas simple, j'avoue, par rapport à l'année passée. Le coût est vraiment élevé. Voilà, le coût est vraiment élevé. Mais bon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'il faut bien que l'enfant aille à l'école. Donc, on fait avec. Mais ce n'est pas simple. Sinon, en tout cas, on est là-dedans. Sur les préparations des enfants, bon, cela, nous sommes déjà engagés. Et même si nous sommes prêts, ça ne finit jamais parce que demain il faut accompagner les enfants. Nous sommes en train de payer les fournitures bien sûr. Après les fournitures, ça fait partie. Mais il faut aussi accompagner demain les enfants. Nous sommes devant un commerçant qui vend déjà des sacs. Nous sommes en train de préparer les cahiers. Je peux dire que ça c'est déjà prêt. L'inscription, ça, je pense que tout un parent à l'heure là. Par la grâce, tout un parent doit être prêt. On voit que, par exemple, la rentrée de cette année, franchement, les écoles là, ils sont un peu ajoutés, par exemple les privés. Mais bon, comme c'est un engagement, l'enfant c'est un avenir. Donc à tout un chacun, nous sommes dedans, il faut aider les enfants. Il faut grouiller de toutes mille manières pour engager, que l'enfant puisse aussi fréquenter, être parmi les autres quoi. Aujourd'hui, je suis venue payer ça pour donner à mon enfant. Cette année-là, c'est pas facile. Les sacs là, c'est cher. Le pays là même là, c'est pas facile. Oh, Dieu n'a qu'à nous aider. Le pays n'a qu'à gagner la paix. Nous aussi, on va gagner des choses. C'est pas facile. Pour payer cahier d'un enfant, c'est pas facile. Et puis moi, j'ai 5 enfants. Mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Mais pour le pays n'a qu'à gagner la paix. Ayez santé. Pour les enfants aussi, ils n'ont qu'à étudier, mais les familles la souffrent. Ce n'est pas facile. La vie là même, c'est pas. Où on est là même, c'est pas facile. Dans la réalité, la rentrée devait se préparer depuis les vacances. Et petit à petit, on achète les choses là une à une pour ne pas être surpris. Sinon, si on attend à la dernière minute, finalement, ça devient des courses et tout s'embrouille. Donc, j'ai l'habitude de préparer au fur et à mesure en achetant un à un ce qui est nécessaire pour l'école là. Voilà, donc bon, c'est comme ça qu'on le prépare. On prépare les rentrées scolaires. Pour les inscriptions, les réinscriptions, pour ne pas être prise au dépourvu, ça se prépare, comme on aime à le dire. Celui qui veut voyager loin ménage sa monture. Ça ne doit pas être une surprise, ça ne doit pas nous surprendre. On doit préparer ça un peu, en laissant quelque chose de côté. Et finalement, à la rentrée, on n'est pas surpris, on est déjà préparé pour le faire. Se préparent avec leur manuel scolaire. Nous aussi, on a préparé ça depuis longtemps, on les attendait. Voilà, nous sommes là ensemble. Comme c'est quelque chose qui était prévu, en tout cas, on s'est bien préparé, il n'y a pas de souci. On rend grâce à Dieu. Chez moi, la rentrée scolaire, très souvent, si ce n'est cette année, très souvent, ça dit que je prends les dispositions pour que ça ne me surprenne pas. Voilà, cette année, il y avait beaucoup de branle-bas, eu égard à l'affectation. Mais je trouve que ça se prépare comme de par le passé. Voilà. Pour la rentrée scolaire, on n'est jamais suffisamment prêt. Il y a toujours des surprises de dernière minute. Surtout que cette année, quand on regarde un peu le prix des fournitures a un peu flambé. Les inscriptions chez moi, ça n'a pas posé de problème étant donné que je suis un affecté. La première qui devait faire la classe de CM2 devait faire un test. Et la dernière qui devait faire la classe de CP2, à elle, son niveau n'a pas eu de test. On la prépare comme d'habitude. D'abord, les inscriptions ont été effectuées. Bon, nous sommes là maintenant pour les différentes fournitures. Voilà, donc on prépare ça de manière difficile et sereine. Voilà, sinon c'est pas facile. Les articles ne sont pas aussi abordables. Bon, mais l'un dans l'autre, nous essayons en tout cas d'apporter le maximum que nous pouvons faire pour effectuer une rentrée paisible pour nos enfants. Merci à Jamila et à Cynthia pour ce micro-trottoir et merci aux intervenants. Nous retrouvons donc Serge Youssef Ouedraogo pour la chronique Un œil sur la société. Youssef qui nous retrouve après sa maladie, sa convalescence. Bonjour Youssef. Bonjour Abiata. Comment ça va? Vraiment, Dieu merci, ça va beaucoup. Meilleure santé encore. Merci, merci, merci. Alors Youssef, on parle aujourd'hui donc de la rentrée scolaire. Oui, Nous sommes le 1er octobre. Déjà le mot
Pour commencer, ton mot à l'endroit des élèves et du corps éducatif. Ok, nous sommes le 1er octobre aujourd'hui. Il sait que chaque parent dépose son enfant actuellement depuis le matin. Donc nous allons profiter de cette journée de rentrée scolaire pour souhaiter une bonne entrée à toutes et tous les acteurs du monde éducatif, les enseignants, les professeurs, et pour dire que cette rentrée scolaire, nous devons être résilients et persévérer et succès à nos enfants et courage aux enseignants surtout, car les parents veulent souvent que la rentrée commence pour que les enfants puissent aller à l'école. Parce que ce n'est pas simple de gérer 2 à 3. La dame a dit qu'elle a 5. Donc vous voyez que quand vous avez au moins 120 élèves dans une classe, ce n'est pas facile. Mais avec les encouragements et le courage, je pense que les enseignants se donnent à fond pour la réussite de la rentrée scolaire. Ok, la réussite de cette année scolaire. Et justement, on a parlé, on a tendu notre micro aux populations pour voir comment justement ils s'organisent pour une meilleure année scolaire pour les enfants, et surtout pour que la rentrée soit bien. Déjà, on sait qu'il y a eu d'abord la rentrée administrative. Oui. Qu'est-ce que c'est? Et il faut dire que la rentrée administrative a eu lieu le 15 septembre. Voilà, quand on parle de rentrée administrative, à cette période, le monde éducatif, les enseignants, les professeurs qui étaient en congé, en vacances, parce que les enfants aussi étaient en vacances, devaient revenir dans les différentes écoles pour se rencontrer, pour voir comment préparer la rentrée pédagogique qui est le 1er octobre. Donc, c'est pour répartir les salles de classe, répartir les élèves par salle de classe, eux-mêmes, quelle classe je vais tenir, et maintenant essayer de voir si les tables-bancs avec l'APE, si les tables-bancs ne sont pas en forme, voilà, essayer de réparer ça pour que le jour J, qui est aujourd'hui le 1er octobre, quand les enfants vont venir, qu'ils commencent effectivement les cours, pour ne pas encore attendre, pour perdre beaucoup de temps. Donc voilà là, la rentrée administrative. Donc, tu as parlé de la rentrée pédagogique, naturellement, c'est que c'est... Ok, la rentrée pédagogique, c'est aujourd'hui, 1er octobre. Donc, la rentrée pédagogique, quand les enfants arrivent, l'enseignant était déjà préparé à partir du 15 septembre. La liste alphabétique des enfants et les différents aspects sont préparés, sont disposés, et les enfants rentrent en classe, on fait l'appel. Et je sais que dans ma classe, j'ai 40 élèves, j'ai 100 élèves. Et après de là, vous allez essayer, si ce sont des enfants du primaire, CP1, CP2, les enseignants vont essayer de récupérer les différents matériels que les parents ont payés pour pouvoir stocker, parce qu'ils ne peuvent pas les laisser, parce que ça va se perdre. Mais si c'est les grandes classes, la 6e jusqu'en 3e, chacun a ses documents. Et on commence le cours aujourd'hui. Le professeur de maths, il arrive, il y a ce bonjour, et en même temps, ce sont les cours. Pédagogiquement, c'est comme ça. On ne doit pas être là aujourd'hui en train de vérifier quel élève est dans quelle classe, quel élève n'a pas eu sa place, il n'a pas payé. Non, tout cela devait se faire avant cette rentrée aujourd'hui qui est le 1er octobre. Okay. Donc la différence entre l'entrée pédagogique et l'entrée administrative, c'est ces différentes facettes-là. Parlons maintenant de comment on s'organise, on se prépare pour que l'année soit bien pour l'élève. Pour que l'année soit bien pour l'élève, il faudrait que le papa déjà, les parents déjà, et quand on dit vacances, il y a un repos. Mais le repos aussi, il faut penser aussi que d'ici là, la rentrée va commencer. Il y a des parents qui ont un peu les moyens, ils font des cours de vacances pour les enfants, pour les mettre dans le bain avant la rentrée. Surtout ceux qui sont en classe d'examen, CM2, 3e, terminale. Il y a des parents qui essaient de s'approcher des professeurs, ou bien il y a des cours de vacances pour pouvoir faire ça. Donc, et aussi, à partir d'ici, si c'est dans le privé, il y a les places qu'il faut chercher. Voilà, dans le privé, il faut chercher des places pour pouvoir garantir la place pour les enfants. Il faut d'abord aller faire les réinscriptions pour que les enfants puissent avoir la place. Il faut apprêter le matériel des enfants, les cahiers, les livres, les sacs. S'il y a des moyens, il faut payer des vélos, voilà, pour pouvoir le déplacement des enfants. Donc tout cela rentre dans la préparation des enfants pour la rentrée scolaire, pour que la rentrée puisse réussir. Si l'enfant aussi, psychologiquement, doit se préparer à affronter l'année. Et l'enfant aussi doit, avec son papa, avec sa maman, signer un contrat. Un contrat d'objectif.
comme un contrat, comme on l'aime le dire là, comme au travail. Comme au travail, comme le dit là. À partir, je suis au CM2, qu'est-ce que vous voulez? Je suis en 3e, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je viens de commencer le CP1. Bon, ça, c'est sur les petits enfants, c'est léger un peu, voilà. Mais ceux qui sont quand même âgés, CM2, 3e, terminale, on doit signer un contrat adoptif. À partir de là, c'est qu'est-ce que j'attends de vous? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Donc, vous devez donner ce que l'enfant aussi veut comme document nécessaire pour affronter. Et vous aussi, l'enfant aussi doit aussi vous donner ce que vous voulez. Voilà, il paraît qu'il y a un élève qui voulait faire la musique, mais son papa disait non, les écoles. Quand le petit a tout fait, il a eu son bac, il allait faire la médecine comme son papa le voulait, il est venu remettre le diplôme de la médecine à son papa. On a signé le contrat, j'ai eu le diplôme de la médecine, tenez, je vais aller faire maintenant ma musique. Donc l'enfant a rempli le contrat, donc les parents ne peuvent rien dire dans ça. Donc c'est comme ça doit se préparer. Il faut remplir le contrat d'objectif. Oui. Ok, maintenant on est déjà à la rentrée aujourd'hui. Pour ce jour ou pour la semaine, est-ce qu'il y a peut-être de l'accompagnement spécifique aussi de la part des parents pour que l'élève ou l'enfant soit bien à l'école? Oui, et les parents doivent toujours être à côté des enfants. C'est vrai que la rentrée est là. Vous allez accompagner les enfants aujourd'hui, mais il ne faudrait pas oublier que vous devrez de temps en temps passer à l'école pour s'acquérir des nouvelles des enfants. Surtout si c'est des enfants qui viennent de commencer la 6e, le CP1. D'autres ont changé d'école. Donc il faut les amener de temps en temps pour les habituer, échanger, causer, donner des conseils pour que l'enfant puisse être dans le bain. En ce moment, l'enfant va prendre conscience que papa m'aime, maman me suit, donc je suis obligé. Voilà. Mais il y a des parents aussi, une fois déposé l'enfant, aujourd'hui à partir du 1er octobre, si ce n'est pas en juillet, ils vont venir demander le bulletin de l'enfant, tu as eu combien de moyens tu passes, ils ne vont plus repasser à l'école. Ça, ce n'est pas bon. Donc, il faudrait que les parents essaient de tout faire une fois dans la semaine, ou bien dans le mois, une fois, même si on n'a pas le temps, de passer s'enquérir des nouvelles des enfants. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'éducation est très complexe. Avec la situation, avec les amis, avec le comportement des amis. Donc, vous pouvez dire que votre enfant, à la maison, il est comme ça. Pourtant, dehors, il est autre chose. Mais si vous vous approchez de temps en temps des éducateurs, ils vont vous donner quand même quelques informations et on peut souvent essayer d'arrêter si l'enfant est en train de prendre une mauvaise route. Mais si vous ne partez pas, c'est à la fin, vous allez commencer, non, mon enfant n'est pas ça, il n'est pas juste. Quand on va vous appeler, vous convoquer, vous allez dire non, mon enfant, voilà. C'est pas ça. Bon. Alors, Youssef, parlons maintenant même des préparatifs du ministère et du corps enseignant. Comment, en fait, que ce soit à l'école ou le ministère de l'Éducation s'organise pour une bonne rentrée? Et au compte du ministère, il faut dire que quand les enfants sont en vacances, le ministère continue toujours à travailler. Il faudrait dire qu'à partir, avant la rentrée, 1er octobre, le ministère va essayer de faire les affectations. Oui, il y a des enseignants, des professeurs qui sont dans d'autres zones qui veulent changer de poste, d'autres veulent rejoindre les maris, d'autres veulent rejoindre les femmes. Donc c'est comme ça. Donc l'affectation est là. Et après les affectations provinciales, nationales, communales, chacun va savoir où je dois travailler. En ce moment maintenant, les inspecteurs, ils vont faire les affectations dans différentes écoles, comme professeur, comme enseignant du primaire. Une fois ça, encore au niveau des enfants maintenant, vous savez que quand l'enfant gagne le CP, il y a l'entrée en 6e, il y a l'entrée en seconde. Donc, le ministère encore, avec ses techniciens et les responsables, ils vont faire la répartition des enfants qui ont eu l'entrée en 6e, les enfants qui ont eu l'entrée en seconde. On va les répartir dans les différentes écoles. L'enfant a demandé. Donc, on va voir est-ce que où l'enfant a demandé, il y a la place. Donc, on va les mettre dans les différentes écoles, les positionner dans les... Donc, l'enfant va savoir que je dois aller, la rentrée scolaire, elle est ici. Après avoir fini de faire ça, il y a des renforcements de capacités que le ministère organise pour les enseignants. La formation des enseignants. Cette année, ils ont eu la formation des enseignants parce que nous sommes dans une phase de réformation du système éducatif. Donc, il y a des nouveaux curricula qu'on appelle. Donc, le ministère a formé les enseignants par rapport à la nouveauté. Ce sont les activités qui ont eu lieu avant la rentrée. Voilà. Donc, ils ont formé les enseignants par rapport aux approches qu'ils vont utiliser pour enseigner dans les différentes écoles, au lycée comme au primaire. Donc, ils ont formé les enseignants. Voilà. Même si on veut qu'on forme tous les enseignants pour qu'ils puissent maîtriser
avec beaucoup de tact pour pouvoir donner les différentes stratégies là. Donc, c'est tout cela que le ministère a concocté pour que la rentrée puisse avoir lieu et réussir. Alors, Youssef, nous sommes le 1er octobre. Tu l'as dit, les parents doivent accompagner, mais je me dis aussi que surtout les enseignants doivent être prêts à accompagner, à bien partager le savoir, donner le savoir à nos enfants pour réussir. Oui. Et concernant les enseignants, vous savez, quand vous arrivez nouvellement, surtout les petits CP1, 6e, voilà, il faudrait que l'enseignant accueille les enfants avec amour pour pouvoir les amener à être l'ami du maître, des amis. Quand les enfants vont savoir que nous sommes des amis, comme ils s'amusent dans le quartier ensemble, l'enfant est prêt pour recevoir, pour vous donner ce que vous voulez. Voilà, donc il faudrait demander les nouvelles, les vacances, qu'est-ce que vous avez fait, où vous êtes allé, ceci, cela, pour les motiver, pour les encourager. Là, quand l'enfant va repartir, il va vouloir revenir, surtout les tout petits. Si vous ne voulez pas comme ça, vous rentrez seulement, vous commencez avec la chicotte ou bien le bâton, comme souvent d'autres le font là. L'enfant va avoir peur, il ne va plus vouloir revenir. Donc il faudrait, avec les grands, avec les enfants de 6e, en partant 3e terminale, vous allez échanger. Parce que toi, étant professeur, étant enseignante, tu as un contrat aussi que tu vises. Donc, vous allez vous asseoir, vous allez échanger. Voilà, nous sommes en classe d'examen. Voilà ce que nous devons faire pour atteindre l'objectif que nous visons. Oui. Donc, tout cela réuni, ça motive les enfants et le professeur aussi a quelque chose à apprendre pour pouvoir mettre les savants stratégiques. Quand les enfants sont réceptifs, toi aussi, tu es content pour pouvoir enseigner. Mais tant que il n'y a pas la complicité. Il faut la complicité entre l'enseignant et les enfants pour que l'enfant puisse donner ce qu'il doit donner, le professeur aussi doit donner ce qu'il doit donner aux enfants. Merci beaucoup, Youssef. Notre temps est terminé. À mardi prochain. Si Dieu le veut. Merci beaucoup à vous également, fidèles téléspectateurs. On se retrouve, Inch'Allah, demain, mercredi, pour d'autres aventures de l'émission. Allez, portez-vous bien et on se dit excellente journée.